voudrais d'abord vous remercier d'être là. On est toujours très heureux à l'occasion des expositions qu'on présente au FRAC de pouvoir aussi faire ces moments d'échange avec les artistes. Donc de pouvoir ce soir recevoir Olivier Rebuffa pour cette discussion avec François Bateli, qui est historien d'art. On en profite d'ailleurs pour présenter ce livre de François qui est en vente au magasin. Donc, si ça vous intéresse d'aller ensuite un peu plus loin après cette soirée, après cette discussion, après la possible visite, voilà, je vous qui est aussi un livre sur l'Afrique. C'est pour ça que nous l'avons mis au magasin en bas. C'est qu'il y a 2 ans, alors que je mène ce travail sur l'Afrique depuis presque 20 ans, avec Olivier, Guy de Quérec, qui est un photographe de l'agence Magnum, m'a demandé de faire le texte de présentation de ses photographies sur les rites Lobi, qui est un peuple très particulier qui, sans refuser la modernité, arrive à concilier la modernité avec ses rites ancestraux. Donc il était intéressant de voir comment les deux propos pouvaient se croiser, puisqu'il s'agit bien de ça, c'est comment croiser d'une certaine façon l'Afrique et l'Occident. Donc je vais commencer par me poser quelques questions, puisque je sais qu'au début vous êtes toujours trop timide. Et il est bien évident que ce que vous allez entendre, c'est la continuation d'une conversation que je mène depuis très longtemps avec Olivier, puisqu'il a eu la gentillesse de m'aider dès le début de cette aventure à tout le circuit qu'il a fait depuis 20 ans. Donc la première question que je vais me poser, c'est pourquoi moi, en tant qu'historien d'art, je me suis intéressé à quelque chose que l'on pourrait penser de l'ordre de la magie et que je dis dans le titre de cette petite intervention plutôt surnaturel. Est-ce que la question te convient? Oui, bien sûr. Je peux y répondre? Bien sûr. Bon, comme vous savez, il y a de grandes préoccupations magiques dans la photographie depuis les débuts de la photographie. Vous savez que Niepce utilisait pour la révélation de ces niepsotypes le bitume de Judée et l'essence de l'avance, c'est-à-dire les matériaux qui sont ceux de l'embaumement au temps du Christ et très certainement des images issues du Saint-Suaire, et qu'on parle de révélation aussi dans ce qui est de la photographie. Et donc l'essence de la photographie a toujours été la croyance que l'appareil volait l'image de celui ou de l'objet qui était en face. Là, je crois que ce sont des pratiques qu'on peut dire religieuses, mais qui sont essentiellement magiques. Dans ce que moi je pense surnaturel, c'est qu'il ne s'agit plus de religion, mais d'une espèce, c'est-à-dire avec un dieu, mais d'une espèce de déité diffuse qui serait celle de l'animisme et qui serait donc un pouvoir qui n'est pas résolu à un seul lieu ou à un seul être, mais qui est absolument partout, dans la photographie comme dans les objets photographiés. Et donc ce qu'a tenté de faire Olivier, c'était à la fois de faire coïncider son passé et son présent, de faire coïncider l'Afrique de son passé et l'Occident de son présent, et de faire coïncider des croyances sans doute issues de l'Afrique et perçues dans son enfance avec ce qu'il pensait de la photographie. C'est comme ça qu'un jour tu as rencontré dans un magazine féminin, je ne sais plus si c'était Elle ou... Ça s'appelait Femme, je crois. C'était Femme. Bon, je me suis trompé. Pour un historien d'art, c'est pas très fort. Mais dans Femme, tu rencontres une série de 4 ou 5 pages sur des féticheuses africaines du Ghana. C'est ça. Hein? Non, c'est Côte d'Ivoire. Ah, de Côte d'Ivoire. Les féticheuses de Tanguélan. De Tanguélan, c'est ça. Et donc, ça te donne l'idée de faire féticher des photos. Oui, alors l'idée, je l'avais déjà quand même. Je l'avais déjà, mais elle était un petit peu diffuse et tout d'un coup, ça a focalisé les choses parce que cet article que je lisais dans
dans la salle d'attente chez mon dentiste. Hein, j'allais voir mon dentiste et tout d'un coup, l'article parlait, il y avait déjà de très belles images. J'ai oublié le nom du reporter. Et en même temps, ça parlait de magie blanche, de réparation, d'écologie, ça parlait de beaucoup de choses. Et puis, il y avait ces fétiches que ces femmes fabriquaient. C'était un milieu féminin aussi. Et ce qui a d'autant plus focalisé mon regard, c'est que j'ai une amie qui est ivoirienne. Donc, je crois que dans l'heure d'après, je l'ai appelée. Et elle me dit, oui, moi j'ai une tante qui est féticheuse à Tanguélan. Donc je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Mais ce concept de ce travail, l'idée de travailler en tandem avec quelqu'un ou une communauté animée, mais surtout l'idée de tandem artiste-chaman, quoi. Ça vient même de plus loin. Pour moi, c'est vraiment l'idée du pariétal dans la grotte, chez les Magdaléniens, comment ça pouvait se passer, quoi, entre le chaman, l'artiste, qui faisait quoi. C'est un questionnement qui m'est souvent revenu. Je me souviens de conversations aussi que j'ai eues assez régulièrement avec Jean-Louis Marcos, décédé aujourd'hui, mais qui disait, les artistes, vous êtes des chamans, vous avez vos rituels, vous avez vos histoires. Enfin bon, il glissait un petit peu sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui venait de manière récurrente, quoi. Et donc cette idée, je l'avais déjà en tête. Et je l'avais aussi... parce que je vois très bien quand tu t'exprimes, tout devient clair, quoi. Mais moi, j'ai une pensée un peu chaotique. Mais je vois, voilà, c'est des idées qui me traversaient jusqu'à ce que je puisse, à un moment, bêtement dans une salle d'attente, comme ça, arriver à focaliser et bien formuler la chose, en tout cas. Alors, juste pour terminer, il se trouve que j'ai voulu faire ça en Côte d'Ivoire, donc essayer de travailler avec cette communauté-là qui est à 200 km au nord d'Abidjan. J'avais contacté le Centre culturel français à l'époque, on était en 2001, je crois, et qui était assez favorable. Et puis il y a eu les événements à ce moment-là. Donc je me suis rabattu sur le Sénégal où je commençais déjà à faire des allers-retours et j'ai pas pu aller faire ce travail là-bas en tout cas. Et enfin en Afrique, on sait déjà ton travail. Oui, mais ça c'est depuis l'enfance, quoi. Oui. Non, mais ton travail de photographe. Oui, c'est rentré dans le travail artistique et c'est quelque chose que j'avais du mal à traiter parce que je pense que, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, le plus récurrent, c'est de l'autoportrait dans un monde de jouets et de poupées Barbie, donc très, très accentué sur l'apparence des choses, sur le côté kitsch. Enfin, donc, c'était pas facile pour moi de venir y amener cette dimension, cette partie peut-être d'une nostalgie, d'une idéalisation d'enfant. Cette enfance particulière que j'avais vécue et que j'arrivais pas à retrouver ou en tout cas j'avais aussi coupé les ponts avec tout ça. Donc c'était assez difficile, mais de temps en temps il y avait des réminiscences comme ça. Je me souviens avoir fait une série de photos avec un modèle. Je t'avais montré Oui. une amie ici à Marseille et puis cette fameuse photo de Man Ray que j'essayais de refaire régulièrement. Donc la photo de Man Ray qui s'appelle Noir et Blanc Cheux de 1926, pardon, et j'avais déjà essayé en 86 de la faire, et puis cette amie modèle n'est pas venue, donc c'est moi qui ai posé, j'ai fait de l'autoportrait comme d'habitude, et puis en 2002, celle qui est présentée à l'étage au-dessus, j'ai réussi enfin à la faire seulement en 2002. Mais voilà, donc il y a des choses, bien sûr, qui m'habitent tout le temps, et c'est pas toujours, c'était une manière aussi pour moi d'arriver à travailler tout ce matériau que j'avais, mais que j'arrivais pas à restituer, avec ce système de langage que j'ai autour de l'autoportrait, les jouets, les poupées et ces choses-là. Et si d'Afrique t'habitais, est-ce que le côté magique ou surnaturel de la photographie t'habitait aussi? Moi, ça m'a toujours inspiré. Alors, il y a la magie du laboratoire, je ne sais pas, il y a des photographes ici, là. Mais l'image se révélait déjà, rien que le nom du révélateur, hein, mais voir une image apparaître sous lumière inactinique, dans cette lumière rouge, là, ce halo, moi j'ai toujours espéré. Voilà. À chaque fois que j'ai développé, et surtout que j'ai tiré et fait un tirage, j'ai espéré quelque chose. Parfois il y a eu des choses, hein, ce qu'on n'a pas vu à la prise de vue, ce qu'on ne voit pas sur le négatif ou la planche contact, et tout d'un coup il y a le détail. Et ça c'est de la magie, hein, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc il y a ce côté-là de la photographie qui m'a amené, parce que je suis sensible aussi à ça, à m'intéresser donc à cette photographie du 19e siècle, tu en parlais tout à l'heure, Oui. mais la photo spirit, et puis jusqu'au centre médico-légal de la police judiciaire dans les années 1870-75, qui fait une étude sur la rétine du sujet assassiné.
C'est-à-dire qu'on va prendre l'œil du sujet, on va le mettre à la place de l'objectif et on espère voir l'image, quoi. C'est des histoires fantastiques. Le docteur Baradu qui fait des photos voilées et qui voit dans ses patients, donc il travaille avec Charcot, hein, mais il va développer une thèse là-dessus, hein. Il travaille pendant des années. Tu parles de la thèse qui veut dire que la dernière image vue par un condamné à mort s'imprime sur sa rétine et qu'on pourrait donc Alors non, ça la c'est retirer. sur un sujet assassiné. Oui, c'est ça. Ça, c'est un sujet assassiné, on aurait pu voir la dernière image. Oui, c'est-à-dire hein. Ça, c'est l'assassin, par le exemple. centre médico-légal. Et le docteur Baradik, lui, fait des mauvaises photos, donc des photos voilées, et il voit dans ces voiles des dimensions psychiques de ses patients. Et il va travailler pendant 10 ans à faire C'est une pas le thèse. docteur Darger. Et Darger fait des impressions, lui, il pose des plaques sur le front de personnes en leur demandant de penser à quelque chose. Pour percevoir la pensée. Voilà, la perception de la pensée. Alors il dit à une personne, vous pensez à une bouteille, alors il pense à une bouteille, puis il pose la plaque, il développe, et puis il y a une forme de bouteille. Ou de masque de Beethoven, ou de Foch, ou de n'importe quoi. Donc tout ça, c'est fabuleux de voir tout d'un coup un instrument de reproduction mécanique, comme en parle Walter Benjamin, mais qui tout d'un coup... voilà, on l'attrape de tous les côtés et on cherche, et on part dans des dimensions qui sont assez fantastiques en fait, c'est des belles histoires. Et puis il y a la poupée Barbie aussi, c'est que pendant longtemps, en travaillant avec cette poupée, évidemment la poupée vaudou, ça me ramenait souvent dans des conversations à ce genre de choses. Juste, j'ai en tête, pour parler de la révélation de l'image, je fais pas mal d'ateliers avec des publics différents, et j'ai eu des enfants... niveau maternel ou CP, on faisait du labo encore à l'époque, mais ils scandaient magie dans le labo quand ils voyaient l'image apparaître, quoi. Ça leur venait naturellement. Voilà. On est loin de l'Afrique, là. On est loin, oui. Oui. Et comment alors ça se fait, puisque tu n'as pas tes féticheuses ivoiriennes, tu pars au Sénégal pour chercher des féticheuses ou pour toute autre chose? Alors le Sénégal, mon premier voyage, mon premier retour, c'est 98, où je me dis que ce manque, il faut que je le travaille un petit peu, et donc je me paye un voyage pour aller à Dakar. Au début, je ne savais pas trop si c'était aller sur mon lieu de naissance. J'en suis parti, j'avais 3 ans, et après j'ai grandi au Cameroun, Yaoundé-Douala, où s'il fallait que j'aille un petit peu voir du côté de mon adolescence. Et je pensais plutôt au lieu de naissance, ça me paraissait symboliquement plus fort. Et donc, pour mes 40 ans, je dis, je me paye ce voyage, je vais voir. Et j'avais déjà, en tant qu'artiste, je dis, je ne vais pas non plus aller regarder comme ça. Qu'est-ce que ça va déclencher en moi, quoi. C'est ça l'intérêt de la chose aussi. Et je tourne un peu autour du pot. Je rencontre quand même des artistes intéressants avec qui je vais travailler comme bénévole pour une association d'aide aux enfants des rues. Je vais développer une série de photos avec des poupées Barbie, mais très vite, ce concept dont je parlais tout à l'heure devient prégnant. Il faut que j'essaie de faire quelque chose. Donc, une fois sur place, je commence à me renseigner sur Dakar, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît une chamane que je pourrais rencontrer. Alors, chaman, c'est un terme générique, très générique, parce qu'on pourrait dire guérisseur traditionnel aussi, ou ce genre de choses, mais ce sont des gens qui travaillent donc avec des plantes médicinales pour soigner, et puis qui ont aussi cette faculté donc à pouvoir dialoguer avec le métaphysique, avec les ancêtres, avec des esprits, ce genre de choses. Et tu en rencontres une? Et donc j'en rencontre une, on me dit, tiens, on va aller voir Dina, on va voir cette dame, et puis j'arrive, je me présente, et je lui explique un petit peu la chose. Alors c'est la première fois que on est à Dakar, on est en ville, hein, c'est urbain, donc elle a une maison, elle a une partie de la maison qui est dévouée à son culte et à sa pratique, avec un petit hôtel, elle est en recoin, et puis il y a une salle d'attente, il y a des gens qui attendent, hein, on peut voir ça ici, moi j'ai vu ça ici chez des voyantes ou des rebouteux ou des choses comme ça. Et donc on me la présente et je lui explique, et puis je pense qu'au début elle a dû penser que je voulais faire un livre sur elle, un reportage ou quelque chose. Et à partir de là, comme moi j'ai déjà ce travail personnel que je suis en train de faire, plus l'aide aux enfants, et que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans le quotidien dakarois, je vais la voir régulièrement, avec beaucoup de patience. Alors tout d'un coup, de travailler seul, parce que je suis assez autonome d'habitude, là tout d'un coup de m'inscrire dans le temps d'une autre personne, il m'a fallu beaucoup de patience. Et au bout d'un temps, donc, elle
elle va m'emmener en Guinée-Bissau parce que je comprends aussi que elle est Mandjak, qu'elle est Napéné. En fait, le nom de ces chamans, ça s'appelle des Napénés. Et que les Mandjaks sont originaires de Guinée-Bissau. Donc, elle va régulièrement au village là-bas où elle a un poste assez important. Et voilà. Et je m'inscris, mais d'une manière assez naïve, en fait. Hein. Je me laisse porter. Et c'est ce que j'avais dit, je crois, à François lorsque je l'avais contacté. C'était cette idée de François, je voudrais faire quelque chose dans lequel je vais plonger. Je suis pas documentariste, je suis pas là pour faire un reportage. Je veux vraiment essayer d'être en création. Donc s'il y a un retour analytique ou quelque chose à faire, si tu veux bien, ça sera à toi de le faire. C'est pour ça qu'il s'exprime mieux que moi. Et donc, oui, j'ai vraiment plongé là-dedans. Et puis, je te faisais des comptes rendus. Oui, bien sûr. Nous avons à ce moment-là développé une énorme correspondance. Oui, moi qui ne suis pas épistolaire, en plus par mail. C'était la seule façon, sinon les lettres ne seraient jamais arrivées de Dakar. Oui, ou très longtemps après. Mais ça te permettait d'avoir un pied dans le réel, justement, cette correspondance. C'est-à-dire d'analyser au fur et à mesure des choses qui auraient pu te faire dériver. Oui, ça me prenait beaucoup de temps aussi parce que je les écrivais d'abord sur mon carnet, sur mes cahiers qui sont là-haut. Je faisais un brouillon parce que dans les cybercafés, c'était pas facile. Mais évidemment, ça me permettait de poser un petit peu les choses et puis tes réponses m'éclairaient aussi beaucoup. Et puis, mais d'être posé aussi, c'était ces allers-retours que je faisais, cette dimension culturelle qui fait la différence des êtres humains sur la Terre et selon les géographies, faisait qu'à chaque fois, je me retrouvais à Dakar, je vivais d'une manière, et puis je venais à Marseille, je vivais d'une autre manière. C'était vraiment des changements. Mais c'est vrai que tu m'apportais cette manière de poser un petit peu les choses. Et moi, ça me permettait aussi, quand je t'écrivais un petit peu, de remettre ça en place la semaine que je venais de passer, ou les quelques jours, ou les heures, même parfois quand c'était un petit peu intense. Et quand ça a commencé à glisser vers le surnaturel, ce que l'on voit là-haut, des êtres mi-hommes, mi-bêtes, des apparitions, des sacrifices, puisqu'on voit ça sur les ordinateurs. Oui, ça a pris, il a fallu le temps, justement, le temps passé avec cette personne que je vais appeler maman, hein, puisqu'elle m'a adopté. J'étais très fier de ça. Mais c'est ce temps passé dans cette communauté qui m'a apporté, au début, quand je suis arrivé à Dakar, je lisais des contes, j'entendais des gens, enfin bon, il y avait des choses qui se passaient, mais là j'étais vraiment intégré dans un monde, et ce monde vivait, il y avait des journées de cérémonie, il y avait des festivités, il y avait des prières, il y avait toutes ces choses-là. Et ça, évidemment, ça me nourrissait énormément. Moi, quand j'ai vu mon premier sacrifice, c'était un bœuf en plus à 5 heures du matin, je me suis retrouvé devant un animal qu'on égorgeait. Et au-delà de la question du spirituel, de tout ça, c'était moi, être humain, face à la mort d'un animal que je vais manger. Et ça pose plein d'autres questions aussi. C'est très fort quoi, comme expérience. Donc tout ça s'est monté au fil du temps, au fur et à mesure, mais plus mon imaginaire personnel et ce que moi j'avais déjà pu développer aussi dans mon travail artistique. Oui. Où tu en étais à ce moment de ton travail artistique et comment des images aussi violentes, parce que j'imagine qu'on est dans une cour en terre battue, que le sang imbibe tout. Est-ce que ça a influencé directement tes images rapidement ou il y a eu une maturation, une incubation? Il a fallu un temps d'incubation. Tu dis cours en terre battue, mais c'était souvent... moi, c'est ça qui m'a marqué aussi, c'est que tu en as parlé tout à l'heure par rapport au livre Lobby, c'est-à-dire qu'on est dans un monde en perpétuelle transformation où la technologie avance et donc l'Afrique elle est par exemple de ça, donc les choses avancent, donc il y a du carrelage par terre, on est dans des pièces, des fois il y a la clim, non il y a des choses, il y a des téléphones portables, enfin il y a tous ces trucs-là, mais enfin j'allais dire le spectacle c'est pas ça, mais les événements restent les mêmes, donc ils ont toute leur portée et j'étais très... Ça me marquait beaucoup, de me dire, bon, le monde avance, et puis, moi, je sais que la première fois que je suis retourné à Dakar, j'étais un petit peu déçu aussi, parce que j'ai été étonné de voir que ça faisait plus de 25 ans que j'étais parti d'Afrique, et que l'Afrique n'avait pas bougé aussi au niveau de ses inégalités, sa pauvreté,
c'était quand même dur à regarder. Je pensais que ça avait bougé, moi. Les taxis avaient toujours les pneus à plat, les pare-brises déglingués. Enfin, c'était ça. Mais en même temps, ça avance, quoi, voilà. Et donc ça, par rapport à... C'était ça que j'essayais de prendre en nourriture. Et puis, alors, je m'étais donné un espèce d'état d'esprit où je me disais, je ne veux pas travailler avec les poupées Barbie. Il faut que je sorte de ça. Il faut absolument que je sorte de ce langage-là, que je trouve un nouveau langage, une nouvelle manière de créer quelque chose d'autre. Et donc, j'attendais de me nourrir. Et puis, en même temps, j'attendais aussi, avant d'avoir des idées, je me retenais un petit peu d'essayer, dans la création, d'avoir des idées parce que j'attendais de voir comment ça allait monter avec la maman. Comment ça pouvait faire mayonnaise et ce que je pouvais attraper d'elle. Donc ça a pris du temps, ça a pris plus de 5 ans, je pense, ou 6 ans pour qu'il y ait les premières productions, sauf la série des crânes sacrés, où ça, je l'avais déjà mis en place, mais là, peut-être qu'on retrouve ma photographie mise en scène, mon envie de décorer, de préparer les choses, et les influences de la photographie africaine qui viennent aussi à travers ça. Donc ça, c'était quelque chose que je faisais de manière récurrente, mais le reste, c'est ce rapport que je pouvais avoir avec elle et avec les autres personnes qui m'a nourri, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette série quelque chose qui était dans ta photographie, c'est-à-dire des espèces d'autoportraits? Oui, c'est des autoportraits la plupart du temps. Il me semble. C'est ça, oui, oui. Sauf pour les crânes sacrés où je prends... les crânes sacrés où je prends la place, mais vraiment quand je faisais mes prises de vue, je me mettais pas à la place d'un chaman, mais je me mettais dans un état de pensée où je me disais, bah voilà, ce crâne, qu'est-ce que ça peut devenir? Donc c'était fait pas sur l'instant, mais ça durait pas très très longtemps. Il fallait que j'agence les choses, que je mette mes perles, mes plumes, les éléments, et que ça me procure j'étais pas en transe, mais une bonne sensation pour que je puisse faire la photo. Et après, c'est la photo qui est la finalité de la chose, parce que le crâne, j'ai enlevé les éléments pour qu'il puisse me servir à une autre photographie. Et alors, l'étape suivante des crânes, c'est directement le dieu Mam? Ou tu le rencontres comment, le dieu Mam? C'est ça, on passe à Mam. Donc, ce que je disais, c'est que la maman, donc, elle est napénée, donc elle a cette fonction de guérisseuse traditionnelle, que des napénés, on dit bapénés en fait, au pluriel, il y en a plein, il y en a beaucoup chez les Mandjaks, et que ces personnes-là fonctionnent donc avec une puissance invisible, comme disent les anthropologues, qui s'appelle un Uchai. Alors il n'y a pas de filiation, ou il n'y a pas de... comment dire, on devient napéné par maladie-élection. C'est-à-dire qu'à un moment, une personne Mandjak qui va pas bien va aller voir un napéné ou une napénée qui va lui dire, mais là, si tu vas pas bien, c'est parce qu'il y a un Uchai qui te cherche et qui veut que tu montes un hôtel et que tu travailles pour lui. Donc là, il y a initiation, etc. Donc il n'y a pas d'histoire de filiation. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Le passage des crânes à Mam. Oui, et donc cette Uchai, moi je voyais la maman, donc on faisait des cérémonies, elle partait en transe. Alors la transe, il n'y a pas de psychotrope, je pensais à Michel Léris, la théâtralité de la transe, donc des fois je lui prenais le pouls quand elle était comme ça, là je me disais, mais comment elle fait? Donc plein de questions. Et donc je commençais à me dire, mais cette Uchai... donc, comment il est, comment on travaille avec lui, est-ce qu'il peut apparaître? Et donc, je discutais avec les gens de la communauté. Je vais faire une toute petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi là-dessus, c'est à apprendre. C'est une chercheuse du CNRS qui s'appelle Maria Texera, qui avait écrit, j'ai trouvé presque au début de ma rencontre avec Dina, elle a écrit un bouquin, elle a étudié les Mandjaks, qui raconte tout ça, avec des tableaux et tout est expliqué. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, et qui épatait ma mère, parce que des fois, je lui disais, mais ça s'appelle comme ça. Elle me disait, comment tu sais ça, mon fils? Voilà. Donc les gens me disaient, alors je dis, mais vous, le Uchai, vous l'avez vu? Ben non, mais on ne l'a pas vu, mais on l'a entendu. J'ai entendu un galop de cheval, donc cette nuit il est passé. Donc en fait, je me rends compte qu'il a des avatars, qui peut être qu'un cheval, une hyène, s'il faut de la force, un lion, parfois même un animal qui est... Des gens m'ont parlé d'animaux qui n'étaient pas originaires d'Afrique. Et à la maman, je lui dis, mais... Et toi, maman, quand tu le vois, elle me dit, moi, c'est toujours un serpent. C'est un serpent qui vient me voir. Donc, je réfléchissais au processus de dire, mais comment... D'incarnation. D'incarnation de ces
comment je pourrais représenter ces avatars et pas rentrer dans un monde de jouets. Et moi, j'ai pensé tout de suite à... Et c'est aussi de penser à des technologies modernes. Déjà, c'est parce que les Mandjaks ont peu d'art plastique. En fait, ils n'ont pas de masse. Ils sont des grands tisserands, mais ils n'ont pas d'art plastique. Et c'est de voir comment, justement, quand on était à Kanchongo, avec les téléphones portables, même s'il fallait les charger sur les groupes électrogènes, comment il y avait Internet, quoi. On était dans un monde qui avance et je me disais, mais les nouvelles technologies, ça devrait fonctionner. En plus, je suis assez fan de science-fiction, donc ça marche bien aussi. Et donc, j'ai pensé à créer, enfin, à essayer de voir ces personnages sous la manière de l'infographie, mais avec une base. Et donc, utiliser le morphing, par exemple. Alors, c'est un style de morphing, oui, hein, mais c'est un autre nom d'infographiste avec lequel j'ai travaillé, là, Thierry Saint-Séran. C'est des techniques, en fait, sont des techniques qui servent aux animations de films de science-fiction. Hein, on est carrément là-dedans, ouais. les transformations. Dans le trucage. C'est un trucage, oui. Et tu es arrivé à ces photos-là, à ce petit nombre de photos et à ces animaux-là, comment? Par enquête, par... Alors, les animaux, c'est moi qui les ai choisis. Le nombre de photos, c'était une question de budget, parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher, toujours, c'est la production. Donc, voilà, oui, j'avais choisi spécifiquement ces 3 animaux. Mais je vais peut-être raconter le moment aussi où je t'ai appelé, une des rares fois où je t'ai appelé de Dakar, mais où je t'avais dit, bah, tiens, ce matin, oui. Je me suis réveillé. En fait, aussi, il s'est passé une chose d'assez particulière, c'est que donc j'ai essayé de me balader entre l'art occidental, comment représenter un dieu, dans les églises, là, Dieu, les anges, les machins, et puis l'art, j'ai essayé de m'approcher de l'art classique africain aussi. Et dans mes conversations donc avec la maman, à un moment, je dis, ben, maman, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut que je crée, que je fasse quelque chose. Elle me dit, ben oui, mais ce qui serait bien, c'est qu'on lui demande l'autorisation, donc on part demander de l'autorisation qui est donnée. Et elle me dit, ben alors à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais passer la nuit donc, avec lui, et je vais parler, il va m'expliquer ce qu'il faut faire, et le matin, comme ça, je te dirai. Et elle me dit, la prochaine fois que tu viens, je fais ça. Alors, je dis, mais là, j'ai carrément une commande divine, quoi. Ça y est, mieux que Michel-Ange. Lui, c'était le pape qui me commandait le truc. Et donc, la fois d'après, j'y retourne. Et au bout de 10 jours, elle vient me voir. Elle était très occupée. Elle vient me voir. Et en fait, son mari était malade. Il fallait l'envoyer d'urgence à Paris. Elle partait le lendemain. Et je dormais chez un ami. Et pas loin de chez Ousmane Sow, là, d'ailleurs. C'était un voisin. Et je suis rentré dépité. Je dis, là, j'ai une subvention de la ville de Marseille, c'est de l'argent public, j'ai raté mon coup. En fait, c'est vrai que je me suis endormi pas bien et je me suis réveillé le matin, mais dans une espèce de tranquillité, d'une zénitude. Et j'avais un concept d'exposition qui me montait, mais alors royal, quoi. C'était jouissif, hein, c'était vraiment agréable. Donc, je commence à prendre des notes et puis ça me faisait tellement plaisir que je rappelais François à Marseille. J'ai dit, écoute François, voilà, je lui raconte, et puis tu m'as dit gentiment, ben c'est rien, c'est freudien, t'as eu peur, t'as déclenché. Et j'appelle. Je suis rationnel. Tout à fait rationnel. Et la maman était à l'aéroport elle allait prendre son avion, et je l'appelle aussi avant qu'elle prenne l'avion. Elle me dit, tu l'as vu? Je dis, oh, j'ai bien dormi, maman, j'ai vu personne. Elle me dit, mais c'est lui, il est venu te voir, comme j'ai pas pu parler avec lui, il est venu te parler directement. Donc voilà, en quelque sorte. Mais vous voyez encore une fois comment ça glisse, quoi. Et moi, je me balade là-dedans. Mais tu ne parles que de toi et de ta photographie. Et comment eux ont vu tes tentatives photographiques? Est-ce qu'ils les ont récupérées? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, donc après la première exposition où il y a les 3 grands mâmes qui sont présentés là, en haut en infographie, j'ai ramené le mâme serpent, donc celui qui représentait le plus maman. J'ai fait donc une impression sur bâche, comme vous avez pu voir. On pourra peut-être aller voir ensemble si vous voulez après. Et donc j'ai fait l'impression sur bâche simplement parce que ça me permettait de le rouler, de le transporter dans l'avion. Arrivé sur place, donc au village, je l'ai fait monter avec un petit menuisier, on l'a monté sur un châssis comme ça. Et en effet, la maman, je lui ai dit, voilà, il est prêt le truc, là, et je l'ai mis caché dans ma chambre. Elle me dit, bon, ben, là maintenant, tu vas le sortir, là.
Et le fait de l'avoir monté comme ça a permis de le tenir, mais de le tenir comme si, avec Une deux bannière. personnes, une bannière, une procession. On est arrivé, il y avait du monde, c'était un moment, j'ai pu avoir quelques extraits de films de ça. Et elle a fait une transe, il y a eu une cérémonie, il s'est passé plein de choses. Et donc, acceptation de cette représentation, en fait. Et puis, 2 jours après, dans la case sacrée, donc il y avait une cérémonie de Kassara, là, qui sont des femmes qui font des divinations, qui sont aussi en lien avec Luchai, qui disent que donc Luchai est content, que maintenant je suis Mandjak, Ndiago Bouwer, je suis le Mandjak blanc. Donc après avoir été le fils de Dina, maintenant je fais partie de la communauté. Alors Jean Rouge, je peux vous dire que j'y pensais tout le temps, quoi. Et il y a un moment où encore glissement culturel parce que j'avais demandé donc pour rentrer dans l'idée de l'art classique africain où chaque œuvre, chaque masque, ou chaque fétiche, ou chaque sculpture a une charge magique, bénéfique ou maléfique. Quand j'ai fait la première exposition dans le Var, là, j'avais demandé à la maman, j'ai dit moi il faut que tu me fasses des gris-gris ou quelque chose pour que les photographies ou les cornes elles aient une puissance, que ça protège les gens. Donc ça a été travaillé pour que on rentre dans ce champ-là. Mais là, à un moment, donc, en Guinée-Bissau, donc, on me dit que voilà, tout va bien. Et puis à un moment, elle me dit, mets-le dehors, là. Et moi, tout de suite, parano, je me dis, si on me fout dehors. Moi, je m'imaginais dans la casse aux cérémonies, la casse sacrée, on le pose dans un endroit. Une icône. Une icône, voilà. Hein. Et on vient se prosterner devant. Et on est bête des fois. Non, mais et elle me dit, mets-le dehors. Donc je le mets dehors et je comprends pas, quoi. Je suis un peu dépité. Et puis 2 heures après, en fait, il y avait un sacrifice qui se faisait devant. L'objet, il portait sa charge. Donc évidemment, on pouvait le déplacer. Mais il m'a fallu du temps. J'ai même mis plus de 10 jours à l'intégrer, quoi, voilà, le système. Donc ça faisait beaucoup d'éléments à comprendre. Et voilà, donc on en est arrivé là. Et évidemment, moi, ça a été un grand honneur pour moi déjà d'être adopté par la communauté, par cette personne, et puis de voir que ça allait au-delà de mes espérances à chaque fois. Évidemment, je l'avais plus ou moins peut-être pensé au point de départ, mais quand on imagine la salle d'attente de chez le dentiste et cette arrivée là en Guinée-Bissau avec cette pièce Ce que tu ne dis pas, c'est qu'avant d'arriver à ça, il y a au moins 10 voyages. Ah oui, au moins, oui, il y a plusieurs années, ça fait 6 ou 7 ans de travail, d'aller-retour, bien sûr. Oui, oui. Beaucoup de patience, hein, je l'ai dit au début, mais beaucoup de temps. Et temps avec les gens, de disponibilité, de recherche de financement, et de réflexion aussi, parce que ça... Bien sûr. Mais quand tu parles de glissement, ça va même aller jusqu'à la glissade, je dirais. Oui. Ça me tente, hein. Oui, non, la glissade, oui, c'est faite. La glissade, c'est faite... parce qu'à un moment, justement, quelques jours après toute cette histoire donc, en Guinée-Bissau, je suis reconvoqué par la maman et là, elle me dit qu'elle se fait vieille et qu'un jour, il va falloir qu'elle passe la main. Alors moi, je ne comprends pas bien parce que passer la main, normalement, c'est une maladie élection. Et puis elle me dit, franchement, Olivier, tu vas prendre ma relève, tu es mon fils, tu prends la relève, tu vas devenir chaman à ma place. Et là, j'ai pu dire qu'une phrase, j'ai dit maman je suis blanc. Elle me dit mais c'est pas grave. J'ai dit maman je parle pas mandinka, je parle que wolof. Elle me dit mais tu parleras créole portugais. Voilà. Elle était partie dans ce système-là. Et je crois que je me suis vu, je me suis pris 15 ans comme ça, j'ai fait un agenda de 15 ans que j'ai comprimé, que je me suis mis sur la tête, j'ai eu très très peur, quoi. Et après ça a été une longue réflexion évidemment parce que qu'est-ce que je fais quoi de ça? J'en ai parlé avec Maria Texera qui m'a dit oui mais elle te fait faire un petit hôtel. Je dis oui mais pour le début, enfin moi ce qu'elle m'a demandé c'était de prendre la relève. Et puis je suis allé rencontrer une personne aussi qui s'appelle Corinne Sombrun, qui elle a vécu un petit peu la même histoire mais en Sibérie. Je t'en avais parlé, oui, tu te souviens? Et Corinne en fait je l'ai rencontrée et on lui a fait, donc je ne vais pas raconter son histoire, vous tapez son nom sur vous avez des vidéos d'elle où elle fait des conférences, mais juste son histoire, c'est qu'elle s'est retrouvée par hasard en fait en Sibérie dans une yourte avec un chaman qui a commencé, et elle est partie en transe directe,
Et ça a fait un petit problème. Le chaman l'a réveillée comme ça en lui disant: t'aurais dû me dire que tu étais chaman. Elle a dit: mais moi je suis juste partie en vrille. Et il l'a mise en initiation. Et elle me racontait donc la personne qui l'a initiée, ben, évidemment on lui demandait de prendre la relève. Et que elle, elle faisait comme ce que je fais moi, c'est-à-dire on donne pas, on laisse le temps, voilà, parce que c'est aussi une culture, on peut pas avoir toujours être sur une franchise ou poser les choses, ça peut pas se poser sur la table comme ça, quoi. Donc elle prenait comme ça, et que elle, ce travail qu'elle avait pu faire, ben maintenant elle s'en servait parce qu'elle faisait un petit peu comme moi, elle racontait son parcours. Et puis, comme elle maîtrise la transe, par exemple, elle va dans des écoles d'art, elle a fait 1 ou 2 fois, là, elle fait des workshops où elle fait rentrer les étudiants en transe, donc c'est des trans sans psychotropes, hein, et elle essaie de faire un travail autour de la création avec ça, c'est assez intéressant. Ou alors elle fait comme, c'est Ricard, Oui, de moine. Mathieu Ricard, hein, Mathieu Ricard. qui elle se fait regarder le cerveau par des neurobiologistes dans des états de transe pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors les derniers essais qu'ils ont fait, ils ont dit bah, c'est un peu de la schizophrénie, un peu de la paranoïa, enfin elle avait tout en même temps. Quoi, pendant 4 essais. Non, mais ce qui est quand même de surprenant dans ce que tu racontes, c'est que toi, on ne te demande pas d'être chaman pour tes trans, mais pour ta faculté de susciter des images du Dieu. Oui. Oui, c'est ça que ce qui est quand même très étrange. C'est ça qui me... Non, mais en fait, bon, je dis pas tout. Non, mais en fait, j'étais en initiation, donc évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que aussi surtout au début, là, 2002, 2003, même avant, entre 2000 et 2003, je suis allé voir des voyantes ici, je faisais des investigations, comme on dit. Je suis allé voir un psychopompe, je suis allé voir... voilà, j'essayais de voir aussi, parce que cette idée d'animisme et de croyance... pour moi, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Donc j'enquêtais un petit peu de ce côté. J'ai rencontré un architecte énergéticien, comme on dit, disciple d'Antilovac, ce grand architecte qui a refusé d'être DPLG et qui a refusé l'angle droit. Il est décédé, je crois. Oui, il y a quelques années déjà. Ouais. Et qui faisait donc des maisons bulles. Il y a une qui est connue à Tourette-sur-Loup, rachetée par Pierre Cardin. Et donc je rencontre cette personne parce qu'on me l'indique comme quelqu'un qui est capable de faire des soins, d'aider. Je le rencontre et en effet il travaille sur les chakras, donc c'est une espèce de mélange entre des techniques asiatiques et puis un système christique aussi. Enfin bon, et je me rends compte que toute leur architecture en fait elle est basée encore sur des histoires de vortex, de couleurs, j'allais dire température de couleurs parce que je suis photographe, mais de couleurs des gens, des choses, enfin. Et Gilbert m'a parlé de voyage astral, il m'a montré comment trouver de l'eau avec des baguettes. Là, il m'a fabriqué des baguettes, elles sont là-haut, elles sont en cuivre, hein, c'est pas du bois, elles sont pas très jolies. Mais ce sont des gens, comme je m'intègre facilement, qui m'ont, comme disait la maman aussi, ils m'ont dit mais toi tu as une sensibilité, tu peux faire ça. Je suis pas ton gourou, mais vas-y. Et la maman, donc, je faisais des cornes des fois, je faisais des petits trucs parce que je lisais les bouquins, je la voyais faire, bon, je l'amenais. Et puis elle me touchait comme ça, elle me disait ah ben ça, mon fils, regardez, ça marche, on peut parler avec maman et tout. Donc voilà, pour elle, j'avais quelque chose, quoi. J'avais cette sensibilité, j'avais cette faculté de faire déjà un peu. Et ce que moi je ressentais pas, j'arrivais pas à voir ce que je faisais. Enfin voilà. Donc, évidemment, peut-être que tout ça, ça a pesé. Moi, j'avais du mal à analyser la demande parce que c'était quand même assez fort. Je pense que j'ai imaginé trop vite ce que Corinne Sombran me disait, que tout d'un coup, ça tombe sur la tête, on se voit dans une yourte en Sibérie ou dans une case au fin fond de la Guinée-Bissau, mais c'est pas ça. J'aurais dû être beaucoup plus patient et moins tendu et puis laisser venir les choses. Je vais reposer ma réflexion d'une autre façon. Je te disais que toi, tu arrives à susciter des images du Dieu, mais pas nécessairement par tes pouvoirs magiques, mais par la photographie. Par la photographie. Et en même temps, tu fais ça dans un peuple dont tu dis qu'ils n'ont pas d'art représentatif. Oui. Dont ils n'ont pas d'image. Oui. C'est peut-être une place à prendre. C'était peut-être une place à prendre, mais c'était là où mais aujourd'hui encore, je me questionne. Hein, alors, il y a rien de... Mais j'ai vu une belle exposition de Marc Latuyère, l'anthropologue et le photographe, si je ne me trompe pas,
où Marc intervient en fait en tant qu'artiste dans une communauté en Asie. Et oui, c'est là que j'avais cette place à prendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peut-être peur et de me poser trop de questions, parce que c'est mon caractère aussi, je suis un inquiet de nature, c'était certainement de m'imposer en tant qu'artiste. Et en effet, il n'y a pas d'art plastique chez les Mandjaks, j'avais dit avant, et il y avait peut-être une place à prendre là-dedans, oui. Oui. Mais j'ai été déstabilisé et j'ai eu du mal à porter une réflexion, même si des fois tu me disais, mais non, t'en fais pas. Mais ça veut dire qu'on a raté la naissance de l'art Mandjak. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'on a raté. Mais moi, alors je ne pense pas tous les jours non plus, mais ce sont des choses qui, parce que j'ai voulu retravailler cette exposition de cette manière, donc en disant, voilà, j'ai donc choisi d'être artiste occidental et je reste un petit peu sur cette position-là. Donc c'est ce que essaye de dire cette expo. Mais en effet, ça aurait pu être ce travail-là d'art Mandjak. On peut dire donc que l'exposition, c'est à la fois un bilan et un testament, Il y a un bilan, il y a un récit, je pense, et ça aussi, c'est quelque chose que je me suis interdit de faire pendant longtemps, parce que j'étais en quête d'identité, j'étais dans cette initiation, et puis que j'étais dans ces glissements. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que je devienne sénégalais, quoi? J'avais mes amis artistes sénégalais et bissau-guinéens, voilà, j'étais dans un milieu, et puis je voulais, ça m'aurait plu d'exposer en Afrique du Sud, d'exposer à Bamako, mais j'étais français. Voilà, il y avait toute cette question-là, et puis maintenant, bilan fait, il me semble que le parcours me paraît assez singulier au niveau artistique et humain, et que ça vaut peut-être le coup que je le raconte, quoi. Oui, mais en même temps, tu as un grand sens de l'ellipse, parce qu'entre le moment où les images de MAM sont finies et aujourd'hui, tu fais le bilan, il y a presque 10 ans. Il y a presque 10 ans. Bon, il y a une nouvelle pièce quand même. Hein, oui, c'est vrai. Non, mais donc, oui, il y a des doutes, il y a des... Il y a un temps de digestion, il y a un temps aussi qui est dû... Moi, je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais été prêt, j'aurais pu la faire, l'exposition. Bon, après, il faut trouver, c'est toujours pareil, le lieu qui accueille, les budgets, toutes ces choses-là. Oui, bien sûr. On est quand même aussi en train d'essayer de préparer un livre, et ça fait quand même 2 ans oui, c'est vrai. qu'on tourne autour. Hein, donc, il faut un peu de temps, mais c'est vrai que moi, il m'a fallu du temps pour digérer, pour prendre position et pour mettre tout ça en place. Oui, oui, c'est pas dans un claquement de doigts. C'est donc ton dernier voyage en Afrique. Celle-là d'Afrique, en tout cas. Celle-là, oui. Ouais. Maintenant, on va voir ce que ça va... Maintenant, comment ça va glisser, comment ça va se poser. Mais là, c'est vrai que c'est une boucle. C'est vraiment quelque chose qui est fini. Donc tu es redevenu Rebuffa, tu n'es pas Malik Sidibé ou... Non, hélas. Non, je suis bien Rebuffa. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, bien entendu, ou est-ce qu'on va poser des questions dans l'expo parce après tout ce qu'on a dit, ça serait peut-être bien moi, c'est très de la voir. Si ça vous intéresse. Mais donc, oui. ce que tu dis, c'est que l'exposition, elle n'a pas été vue en Afrique. Alors si, bien sûr, elle a été vue. Pas celle-là. Pas celle-là, mais une grande partie des pièces qui sont présentées quand même. Mais pas de cette, voilà, c'était pas la même intention, c'était pas le même discours que j'avais par rapport à ça. Mais oui, moi, ma première volonté, c'était de l'exposer en Afrique. Donc j'ai pu l'exposer à La Valette, et puis après, je crois qu'elle est passée au Frioul. Dans le Lazaret, ouais. Ouais, c'était en plein mois de décembre, j'ai pas eu grand monde. J'avais fait une résidence, j'étais resté coincé avec le Mistral 3 jours, il n'y avait plus de bateau, c'était intéressant. Et donc, j'avais rencontré le staff de l'Institut culturel français à Dakar, une nouvelle génération qui était bien plus sympa que la précédente, avec qui j'avais pas du tout envie de travailler. Et donc j'essayais, oui, je voulais absolument exposer au Sénégal. Donc eux m'avaient proposé la galerie du Manège au centre-ville, alors un magnifique espace, et je les ai suppliés de faire d'abord une expo dans les grands quartiers de Dakar, notamment Pikine, il y a un grand quartier comme ça.
où je connaissais quelqu'un, un artiste. Des quartiers populaires. Quartier populaire, oui. Oui. Et j'ai un ami artiste qui était président de l'association des artistes de Pikine, qui m'a bien aidé sur ce projet. Et il y a le centre culturel Saint-Gor de Pikine, quoi. Donc j'ai tout fait. Et au début, c'était un peu réticent. Et puis après, ils ont dit, OK, on fait une première expo là-bas. Et puis l'année d'après, on l'expose rue Parchap, là, à côté de l'ambassade. Donc j'ai pu faire ça, ouais. J'ai pu faire ça. Comment ça a été Bien. reçu par des gens là-bas, ou en tout cas des personnes qui ont suivi Bien, mais l'histoire disons que au niveau esthétique, premier regard comme ça fonctionne très très bien. Ensuite, comment dire, les artistes de mes amis, oui, enfin, on était dans un discours où on se comprenait très très bien par rapport aux pièces que j'avais pu produire sur cette exposition. Après, j'ai eu l'honneur de recevoir l'association des étudiants Mandjak de l'université de Charente Diop, qui découvrait même des choses, parce que je ne suis pas anthropologue, j'ai pas une grande connaissance de la culture Mandjak. C'était ça qui me faisait souci aussi, c'est-à-dire être chaman, c'est porter une culture, hein, mais qui découvraient des choses de leur culture. Ouais. Donc, non, ça a bien fonctionné, c'était vraiment intéressant. Les échanges étaient bien. Voilà. Et il y a juste autre anecdote, c'est par rapport à l'idée du folklorisme, hein, c'est qu'à Dakar, j'ai pas eu de chance. Les deux fois où j'ai fait les vernissages à Dakar, la maman ne pouvait pas être là, elle était sur Paris, elle. Et la deuxième fois, donc, pour la galerie Le Manège, j'ai fait venir les femmes qui sont autour d'elle. Là, il y a une bande d'une vingtaine de femmes qui sont comme des bigotes, là, qui travaillent avec elle, qui sont tout le temps là à l'aider, etc. Je leur ai demandé de venir, j'avais loué un petit bus, là, un car rapide, et de venir. J'avais fait venir une lapénée aussi, pour qu'elle puisse faire des libations sur la corne, là, qui est là-haut. Et puis en même temps, voir si on pouvait parler avec Mam. Et puis voilà, elles sont arrivées au vernissage, elles ont chanté, elles ont dansé. Et donc dans le public il y avait des gens il y avait des Sénégalais, il y avait des expatriés, et puis il y avait des gens qui étaient de passage. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ce groupe folklorique, il est vachement bien. Mais voilà, mais c'est normal, hein, c'est toute cette frayeur, moi, que j'avais. J'ai dit, mais c'est ma famille. Et c'est tout ces espèces de compromis que je suis toujours obligé de faire. Hein. C'est qu'on se balade entre l'exotisme, le folklore et le machin, mais c'est terriblement difficile à contrôler tout ça. C'est très dur. Mais après, je m'inscrivais dans un champ artistique qui était recevable et bien reçu, je pense, au Sénégal. Juste par rapport au médium qui utilisait la photographie, justement. Et la rencontre pour eux avec la photographie Non, mais il n'y a pas de souci. La photographie. Non, je ne parle pas, je ne suis pas en train de projeter des soucis. Hein. Non, mais. Quelle est leur réaction? Enfin, si tu as une anecdote là-dessus sur Aucune. quelqu'un qui aurait vraiment eu quelque chose de surprenant, quoi. Non, pas plus qu'ici. Quand, je sais pas, il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure qui m'a dit, mais là, je sens une charge, une puissance, des ressentis comme ça, mais pas plus. Mais en Non. même temps, ils t'ont souvent photographié parce que tu ne pouvais pas te photographier toi-même et ils utilisaient la photographie comme tout le monde sans aucune crainte ou la vidéo. Oui, non, c'est ça que c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de la photographie Tu ne terriblement poses pas de utilisée. problème. Ou alors j'ai pas bien, peut-être j'ai pas bien souvent compris. cette peur que dans pas mal de cultures, que la photographie, elle volait, Oui. c'était quelque chose Oui. qui allait voler l'âme des personnes. Oui. Et du coup, par rapport à un peu ce genre de notion, Alors, voilà, pour ouais. un pays qui n'a pas l'habitude, par exemple, une culture qui n'a pas l'habitude, tu dis qu'il n'y a pas fait d'art plastique et donc de photographie. Non, mais il n'y a pas d'art plastique, mais il y a énormément de photos. Tout le monde Oui, a un puis téléphone portable avec des centaines d'images dedans. Il y a Internet, il y a toutes ces choses-là. Après, la seule différence, et encore ça commence à venir, que je ressentais envers les artistes photographes d'Afrique de l'Ouest, je vais dire, mais c'est plutôt Sénégal, on va parler du Sénégal, je vais être plus précis, c'est qu'il y a très très peu de photographies mises en scène. C'est assez rare. Et j'en ai pas rencontré. Et donc ça me crée un manque, mais c'est juste dans les pratiques des artistes autour de moi. Après, dans le tout venant, j'ai vu moins de pratiques sur la photographie
moins de choses que ce que j'ai pu voir ici chez des voyantes ou des robots. Parce que là, là, il faut toujours apporter une photographie. On a besoin pour le pendule, le truc. Là, j'ai pas vu de travail. Alors ça, par contre, j'ai pas vu de travail sur photographie. On fait pas. On fait sur les cheveux, sur les ongles, mais pas sur les photos. J'ai pas vu en tout cas. C'est ça que je trouve intéressant. D'accord. Ton travail, justement, beaucoup. Et comme tu le disais, le monde avance même en Afrique et donc ils ne sont plus au stade où on leur volerait leur âme. Non. Oui, non, en tout cas pas avec la photo. Pas avec la photo. Enfin, il y a plein de choses. Après, on est au stade où on laisse pas traîner une mèche de cheveux, on laisse pas traîner des choses, certaines choses personnelles. Oui, des rognures d'ongles. On fait attention à ça. Mais ça, c'est dans le commun, ouais. Mais la photo, non. Ça marche plus, la photo. Vous voulez s'il y a d'autres questions, mais je peux répondre de toute façon en déambulant.